30 jours de sensibilisation à l'adoption. Hier s'est achevé le mois de novembre et donc le mois de la sensibilisation à l'adoption. Que faut-il retenir de ces 30 jours? On en parle tout de suite dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Journal d'une adoptée. Je suis Sandra, française d'origine bolivienne et j'ai été adoptée à l'âge de 13 mois. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Le bilan de 30 jours de sensibilisation à l'adoption. C'est le mois de novembre, qui est le mois de sensibilisation à l'adoption. Cela a été décrété par le gouvernement canadien et initialement prévu pour justement sensibiliser au fait qu'il y avait besoin de familles d'accueil pour les enfants, pour des enfants qui attendaient d'être adoptés. Ce mois de novembre, en tant que mois de sensibilisation à l'adoption, a été repris par des associations d'adoptés afin justement de faire entendre la voix des adoptés. Alors si comme moi vous découvrez ce nouveau monde, le monde de l'adoption, voici ce que j'ai retenu de ces 30 jours. 30 jours où il y a eu énormément d'informations disponibles, de partage sur les réseaux sociaux, dans les différents groupes, que ce soit également des partages par les associations d'adoptés, mais également par les associations qui aident les parents adoptants dans leur processus d'adoption. Alors j'ai découvert des histoires folles, comme celle de Mariela Esser, qui a été adoptée et quand elle est partie à la recherche de ses racines, elle a découvert qu'elle faisait partie d'un trafic de bébés volés au Guatemala. Elle en a fait sa cause à présent et elle a écrit un livre qui sortira en 2021. Mais au-delà des histoires folles, j'ai également fait de belles découvertes, grâce notamment aux témoignages d'adoptés qui sont partis et qui ont retrouvé leur famille biologique. J'en ai retiré de belles leçons et de précieux conseils quant à la recherche de ma mère biologique. La première leçon que j'ai retenue de ce mois de novembre, le mois de l'adoption, c'est le clivage qui existe entre adoptés et adoptants. Ce clivage existe bel et bien et il est autant difficile de le comprendre quand on est adoptant que quand on est adopté. Il y a d'une part les adoptants qui s'inscrivent dans différents groupes pour justement obtenir des témoignages de familles qui ont adopté déjà, mais également d'enfants adoptés afin de justement pouvoir éduquer et accueillir au mieux l'enfant dont ils attendent l'arrivée dans leur foyer. Cependant, les adoptants se braquent très vite lorsque les adoptés prennent la parole, mais surtout lorsqu'ils disent ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, ce que les parents adoptants n'ont pas envie d'entendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des belles histoires concernant l'adoption. Comme je vous le disais tout à l'heure avec l'histoire de Mariela, j'ai notamment découvert qu'il y avait eu beaucoup de trafic, beaucoup d'enfants volés afin de pouvoir répondre aux besoins des adoptants. Il y a d'ailleurs un trafic qui a été mis à jour et qui est particulièrement connu, le trafic d'enfants de bébés volés au Sri Lanka. Et d'ailleurs, le gouvernement Sri Lanka fait en sorte que les enfants qui sont issus de ce trafic puissent quand même retrouver leur famille biologique. Donc d'un côté, les adoptants souhaitent écouter les histoires, mais on le voit bien qu'il y a un blocage à partir du moment où les adoptés racontent les histoires, mais qui se terminent pas forcément bien, où il y a des problèmes d'intégration. Alors dans ce cas-là, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'ouverture de ces parents-là de vouloir écouter ces histoires. Et il y a de l'autre côté les adoptés qui justement sont en colère parce qu'on ne les écoute pas. Quand ils se plaignent du fait qu'ils n'aient pas été bien intégrés dans leur famille, pas forcément surveillés, quand ils ont subi
que ce soit des violences physiques ou psychologiques, et qu'ils remettent du coup en cause le système, alors je dis on d'une manière générale, que ce soit les adoptants, les parents adoptifs ou ceux qui n'ont même pas, qui n'ont aucun lien avec le monde de l'adoption, ont tendance à considérer que ce sont des histoires vraiment individuelles, que l'enfant se victimise, qu'il se plaint malgré toute la chance qu'il y a eu. Ces réactions font que les enfants adoptés se mettent en colère, sont en colère. Donc il y a vraiment ce clivage adoptant-adopté. Et suivant cette première leçon, le clivage donc, entre adopté et adoptant, en découle la deuxième leçon. Nous faisons, adoptants et adoptés, partie d'un système, d'un marché plus précisément, qui a tenté récemment de mettre en place des lois afin justement de protéger les adoptés ou les futurs adoptés et les familles adoptantes. Mais on se rend compte que c'est très récent, notamment la convention de La Haye date de 1993. Ce qui fait que des adoptés comme moi, nés au début des années 80, n'ont absolument n'ont pas forcément accès à toutes les informations auxquelles elles auraient eu le droit et font, alors je n'en fais pas partie, mais font potentiellement partie aussi de ces fameux enfants volés, de ces bébés enlevés et donnés à l'adoption par des associations diverses et variées qui avaient plus ou moins conscience du fait que ces adoptions n'étaient pas légales. Donc, quand on arrive maintenant, quand on est né dans le début des années 80, trentaine, quarantaine, alors on est peut-être un petit peu plus mûr, mature, et on accepte d'avoir fait partie de ces trafics, mais on se rend compte qu'il est quand même difficile de faire entendre ces voix-là parce que elles sont tellement ignobles et horribles à entendre que tout le monde préfère les oublier. Malgré tout, le fait de sentir qu'il y avait un système derrière, ça a pour moi ouvert plusieurs voies en me disant que s'il y a un système, il faut effectivement le réguler, mais que pour pouvoir le réguler de manière positive, il faut effectivement faire entendre ces voix, notre voix d'adopter. Et qui dit marché, dit bien marchandise, et je crois que ça c'était le premier choc dans mes premières interviews et oui, en tant qu'adopté ou enfant attendant d'adoption, nous sommes une marchandise. Enfin, la troisième leçon, c'est les résultantes de ce système et tout l'impact psychologique que cela aura sur nous, enfants adoptés, devenus adultes. On aura plusieurs blessures, notamment la blessure de l'abandon, qu'il faudra apprendre déjà à reconnaître, ce que moi j'ai fait très tard, c'est seulement il y a quelques mois, en intégrant vraiment le fait que j'ai été adoptée, que j'ai découvert et accepté cette blessure de l'abandon. Il y a également la quête d'identité, à laquelle, entre guillemets, je ne croyais pas forcément. Parce que j'ai ignoré mon adoption pendant 36 ans, donc c'est vrai que pour moi, j'étais française, point barre, et j'allais pas au-delà. Je me rends compte à présent qu'effectivement, il y avait une quête quand même d'identité que je n'ai pas voulu voir et qui s'est avérée avoir quelques conséquences désastreuses pour moi, pour ma famille aussi. Et maintenant que je suis prête, maintenant que j'ai accepté mon identité de française bolivienne, c'est vraiment de nationalité. Et j'ai pas la nationalité bolivienne, mais en tout cas, c'est vraiment deux mondes à part. Et donc j'accepte aussi que j'ai des racines de Bolivie. Et ça, c'est la première fois que je le fais. Donc cette quête d'identité
qui s'avère plus difficile quand on ne connaît pas nos origines, qu'on n'a pas forcément des papiers, des papiers qui sont légalement corrects, et certains adoptés n'ont même pas leur date de naissance. Donc c'est une résultante de ce système de l'adoption, un point que certaines associations essayent aussi de mettre en valeur parce que c'est important pour l'enfant de se construire. C'est important de savoir d'où il vient réellement, quand il est né réellement, et aussi d'avoir toutes les informations pour pouvoir partir à la recherche de sa famille biologique. Cette fameuse recherche justement de cette famille biologique qui n'est pas forcément appréciée des parents adoptifs. Ce que l'on peut tout à fait comprendre, il peut y avoir une sorte de peur, peur que la famille biologique, si on la retrouve, prenne sa place. Et c'est moi-même ces pensées que j'avais eues. Et autour de moi, on me disait que je me faisais des films, que c'était n'importe quoi, que ma mère adoptive ne pouvait pas penser ça. Mais je me rends bien compte avec les témoignages d'autres personnes qui sont parties à la recherche de leur famille biologique, ont eu ce même ressenti. Donc ça, c'est également important. Tous ces échanges, ces rencontres entre adoptés et ces témoignages m'ont fait comprendre que j'étais pas forcément la seule à avoir certaines problématiques. Et si je n'avais pas discuté avec ces personnes, si je ne les avais pas écoutées, j'en serais peut-être encore à croire que oui, je me fais des films et que ma mère adoptive sait très bien que c'est ma mère et que de toute façon, je ne la quitterai pas, entre guillemets. C'est donc peut-être la 4e leçon de ce mois de la sensibilisation. Moi qui viens de rentrer uniquement dans cet univers il y a quelques semaines, je découvre vraiment d'une part des concepts, mais aussi des ressentis, des réactions et des comportements que j'ai eus moi-même et où dans mon entourage, où de toute façon j'étais la seule adoptée, on me disait que finalement c'était de ma faute et que c'était pas normal, etc., etc. Et finalement je me rends compte que si j'avais pris un peu conscience de ça avant, je ne me serais pas culpabilisée à ce point-là. Ou j'aurais peut-être été chercher plus loin que d'entendre dire que c'était moi qui n'étais pas normale et que je voyais le mal partout, entre guillemets. Donc je crois qu'avant tout, dans ce mois de la sensibilisation, c'est vrai que c'est important d'apprendre à se connaître, même si c'est pas évident quand on est adopté, au vu de toutes les barrières, notamment les remonter à ses origines, que cela soit impossible du fait qu'il n'y ait rien dans les dossiers ou que la famille adoptive ne veuille pas communiquer les dossiers. Donc ça peut être difficile. Mais la première étape, c'est aussi d'accepter. Je sais que pendant longtemps, comme je disais, j'ai ignoré mon adoption et j'ai refusé de savoir. Mais j'ai pas oublié que le fait de ne pas savoir et de refuser, d'être dans le déni, ça fait aussi partie d'un système de protection. Et qui fait que peut-être pour moi à ce moment-là, même si ça a duré 36 ans, j'étais pas prête du tout à entendre tout ça, à écouter d'autres adoptés. Et maintenant que j'ai intégré plusieurs groupes, notamment des groupes Facebook, j'ai vraiment le sentiment que je commence à prendre ma place et que je ne suis pas la seule à être passée par certains épisodes qui paraissaient pas forcément normaux aux yeux des autres. Et donc ça, c'est extrêmement important aussi d'être bien entouré, ou de s'entourer en tout cas de personnes qui peuvent nous comprendre au mieux. Ma conclusion dans tout ça, c'est que j'ai également fait des rencontres et j'ai participé à différentes conférences sur le thème de l'adoption avec des personnes qui, elles, sont déjà bien ancrées, ont accepté leur adoption et sont même parties vivre, entre guillemets, leur combat. À l'image de Joey et Anne-Cat, qui ont développé des concepts outils sur l'adoption et qui sont adoptées et militantes engagées.
À l'image également de Mariela Esser, issue du trafic d'enfants volés au Guatemala, qui a décidé également d'en faire son combat, qui a fait plusieurs films à ce sujet afin de sensibiliser et surtout stopper tout ça. Et également à l'image de Julie Foulon, qui a écrit son livre Sarah Etsegra, et qui elle-même a décidé de porter plainte avec le soutien de sa famille adoptive qui n'était pas au courant des pratiques de l'association, qui a porté plainte donc contre l'association qui a permis son adoption, sachant que cette association, si on écoute son témoignage, a commis beaucoup d'erreurs et il y a même des histoires d'argent qui ont été données par sa famille adoptive et personne ne sait où est passé cet argent alors qu'il était censé aider d'autres personnes de l'orphelinat d'où elle vient en Éthiopie. Et puis parlons également de Steve Jobs qui est sûrement l'adopté le plus connu au monde et qui lui a, on peut le voir, accepté son adoption, accepté son histoire, a tenté notamment de suivre la voie qu'on avait tracée pour lui, à savoir faire des études universitaires, et qui a su aller à l'encontre de tout ce que ces deux familles attendaient de lui, sa famille adoptive mais également sa famille biologique, à savoir faire des études, puisqu'il l'a arrêté au bout de la première année. Mais on connaît à présent son parcours et Steve Jobs, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, mais était certainement un adopté très accompli. C'est donc la conclusion que j'aimerais faire passer une fois qu'on a accepté notre adoption, qu'on est sorti du déni et qu'on est prêt à être nous-mêmes, qu'on est prêt à avoir cette sérénité comme je l'ai aujourd'hui atteinte. Je suis vraiment sereine, complète, je suis vraiment bien. Alors on peut vraiment passer à l'étape supérieure et livrer nos combats, être nous-mêmes, faire entendre notre voix et surtout répondre aux causes auxquelles on tient. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à y mettre la note de 5 étoiles. Ainsi, ça permettra à ce podcast d'être plus visible sur la plateforme et donc d'être plus accessible à tous et notamment à tous les adoptés. Merci encore et à bientôt.